Voici un nouvel épisode de Culte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast et j'ai Thibaut avec moi. Comment ça va, Thibaut? Salut Max, ça va bien et toi? Tout se passe bien. Aujourd'hui, on va vous présenter notre top de l'année 2022 sur le cinéma et la TV, donc les séries TV. On a chacun notre top 10. Est-ce que ça dit de commencer avec ton top 3 peut-être? Oui, d'accord. Alors moi, petite particularité, moi ce sont vraiment toutes des sorties en salle, hein, donc c'est toutes les sorties salles de cette année, ce que j'ai vraiment préféré. Voilà, c'est un choix que je fais, hein, moi de me prendre aux sorties salles. Je tiens d'abord juste avant de commencer, dire que j'ai quand même vu énormément de jolies choses. Moi, si j'avais dû tout faire un flop salle, j'aurais pas pu, par exemple, cette année. Que des choses, de bons films, parfois juste bons, mais parfois aussi excellents. Mes 4 premiers, en fait, sont des notes maximales, en fait, ce que je décerne assez rarement, même au cinéma. Donc, moi, vraiment une excellente année. Alors, le premier, c'est le film L'Innocent de et avec Louis Garrel. Et je tiens quand même par commencer à dire que Louis Garrel, j'étais plein d'a priori, hein. J'ai un peu cette image d'acteur bobo qui fait des films que personne ne va voir sauf les snobs de Paris et voilà. Quelle erreur, quelle erreur. Heureusement, je ne suis pas resté là-dessus parce que là, j'aurais vraiment manqué, à mon sens, le film de l'année. Qu'est-ce qu'on a ici? En fait, l'histoire le fils en fait d'une femme qui fait des visites en prison. Donc elle se charge d'animation en fait, notamment d'animation de théâtre, etc. Et elle tombe amoureuse d'un détenu avec lequel elle se marie en prison. Qu'elle choisit comme ça. Donc apparemment c'était quelque chose de possible. Moi je ne savais pas, mais on peut se marier en prison avec un détenu. Et alors lui va sentir assez vite que quand cet homme-là va sortir de prison, qu'il n'est pas net, quoi. Il est un peu finalement toujours resté dans ce milieu-là et donc ça va envenimer un peu ses relations avec sa mère. Et donc lui, donc le fils il est joué par Louis Garrel. Et alors il y a vraiment donc ça c'est le début. Et puis je vais pas raconter la suite parce qu'il y a vraiment une scène magnifique, une des meilleures scènes. Enfin, Udaye parlait des meilleures scènes de cinéma et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué aussi dans une station-service, le lieu le moins glamour par excellence, où on a une scène où à la fois il y a du suspense, un peu de course-poursuite, beaucoup d'émotions et un suspense intenable. Donc c'était vraiment une très très grande, très très grand moment de cinéma. Plutôt quelque chose on va dire, à la fois en fait dans de la comédie et un peu du polar aussi. Donc un mélange des genres vraiment vraiment très réussi. Donc, ce qui m'a permis de revoir un peu tous mes a priori sur Louis Garrel, c'est bien un peu aussi de se voir comme ça, un peu bousculé dans ses certitudes. Alors, en numéro 2, ça a longtemps été le numéro 1 de l'année, parce que je l'ai vu là vraiment au tout au début de l'année. C'est le film Common Common, qui a aussi été traduit en français par Nos âmes d'enfants, avec Joaquin Phoenix. Et là, on est dans un film un peu plus arty, on va dire, qui est tourné en noir et blanc, avec un très très beau noir et blanc, de très jolies images. Euh, et Joaquin Phoenix joue en fait le rôle d'un journaliste radio qui interroge comme ça des jeunes à travers tout le pays pour prendre le pouls de la jeunesse. Voilà, comment est-ce qu'ils voient, comment est-ce qu'ils imaginent l'avenir. Et en même temps, en fait, sa sœur, dont il n'était pas vraiment proche, lui demande de s'occuper de son fils. Lui, il a pas vraiment eu, non, il a pas eu d'enfant. Donc, mais il doit faire en même temps l'expérience de voilà, s'occuper de quelqu'un. Petit garçon qui est assez difficile à vivre, hein, il faut bien le dire. Et voilà, ce qui est vraiment très très chouette dans ce film, c'est la relation qui va comme ça se nouer entre les deux. Et lui, tout ça, donc il nourrit en fait finalement son travail radio aussi de son expérience comme ça avec son neveu. Et en 3, là c'est un film, je ne sais pas si je peux dire belge, oui en tout cas réalisé par un belge, puisque c'est Nobody Has to Know, réalisé par Bouli Lanners et dans lequel il joue également. Et on retrouve Michel Ferly, j'ai bonne mémoire mais je n'ai pas vérifié, je pense qu'elle a tenu un rôle dans Game of Thrones ou quelque chose du genre. En tout cas dans une série assez connue. Et là, en fait, on retrouve Phil, qui est interprété par Bouli Lanners, qui s'est réfugié dans un petit village complètement perdu en Écosse, là où la nature est rude, hein, où les conditions climatiques sont difficiles. Et puis un jour comme ça, il a une attaque et donc heureusement on arrive à le sauver, mais il a un peu perdu la mémoire. La femme qui est interprétée par Michel Ferly, qui s'occupe de lui, profite de la situation pour lui faire croire qu'ils étaient ensemble avant et qu'ils étaient amoureux.
Alors que ce n'était pas le cas. Elle a toujours été amoureuse de lui, mais lui pas. Donc comment est-ce qu'on arrive à vivre sur un mensonge? Ça s'appelle, la traduction en français aussi, a aussi été l'ombre d'un mensonge, je pense. Je pense qu'elle a été exploitée sous ce nom-là en France. C'est donc un côté romantique, des paysages filmés voilà, de manière magnifique. Et ouais, donc ça c'était le donc, grand film de Bouli Lanners que je conseille aussi absolument. Et alors, si tu me permets, je vais juste faire une entorse. Je vais pas faire mon top 3, je vais faire top 4 parce que c'était 4 films pour moi tout à fait exceptionnels. Donc je ne respecte pas la règle. Mais je tiens je tenais aussi à le mentionner pour Je m'en vraiment souviendrai. Ouais. à faire la coupure avec le reste. Mon quatrième film, c'est Belfast de Kenneth Branagh. Alors Kenneth Branagh, il a fait beaucoup de bêtises ces derniers temps, mais il y a notamment l'adaptation de Agatha Christie. Le premier, c'était Le Crime de l'Orient Express, je pense, qui était catastrophique. Et du coup, je suis pas allé voir le deuxième qui est sorti, je pense, il y a un an aussi, ou pas, enfin, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on est dans quelque chose de totalement différent, puisqu'on est dans un film beaucoup plus autobiographique, de nouveau en noir et blanc, aussi avec une belle image. Et là, on se retrouve en fait en Irlande du Nord. On a un petit garçon, Buddy, qui se retrouve en fait, qui a un enfant qui joue dans la rue, etc. Mais en même temps, c'est un peu la guerre qui va commencer. C'est un peu ce qui s'est passé en Irlande du Nord, hein, les difficultés qu'il y a toujours eu entre catholiques et protestants. Et là, en fait, c'est tout son monde à lui qui va presque s'écrouler, mais sans toujours, comme c'est vu à travers les yeux d'un enfant, sans toujours trop comprendre exactement ce qui se passe au début, puisque même si il y a des barrières, etc., c'est encore un peu un jeu pour lui. Donc, mais en même temps, le danger est là, il y a voilà, des hommes armés qui circulent, et de la violence, et donc c'est vu avec beaucoup de sensibilité. On est très très loin de tout la grandiloquence comme ça de ces des films, des adaptations d'Agatha Christie, voilà, qui sont pas du tout, trahissent complètement d'ailleurs les livres. Là, comme on est sans doute dans quelque chose de plus personnel, c'est beaucoup plus abouti, beaucoup plus délicat. Donc voilà, mon quatrième film, vraiment, c'était les 4 priorités de cette année, selon moi. Belfast. D'accord. Merci Tim. Alors, je vais reprendre la main donc, pour mon top 4. Le premier, ce serait E.O., qui est un film polonais de Jerzy Skolimowski. Il a reçu le prix du jury du Festival de Cannes en 2022. Ça, en fait, je l'ai appris hier, c'est une adaptation contemporaine de Au hasard Balthazar, qui est un film de 66 par Robert Bresson. Et je me suis rendu dans la salle pour une expérience visuelle et je n'ai pas été déçu. Donc, je trouvais que toutes les scènes, tous les plans étaient bien pensés, bien réfléchis au niveau des perspectives ou des couleurs. Il y a parfois de grands angles, puis des gros plans, des scènes vues du ciel par drone, j'imagine, des scènes de nuit ou des scènes de jour, avec des couleurs toujours très intenses et pourtant qui apportent un calme aussi. Alors, le film, difficile de dire s'il s'agit d'un drame ou non. Le film apporte un certain calme aussi. Donc, on va suivre le parcours d'un âne qui quitte, je crois que c'est un cirque, et qui est transféré dans une ferme en Pologne. C'est peut-être un endroit de transit. Et la jeune femme avec qui il performait au cirque parvient à le retrouver, un peu par hasard. Par la suite, cet âne va traverser l'Europe. Donc, il parvient souvent soit à s'échapper, soit à profiter d'une opportunité pour améliorer ses conditions, donc rejoindre la bonne personne. Donc, il va vraiment profiter des occasions qui se présentent pour se déplacer. Et par exemple, tour à tour, il va être à un moment chéri par les supporters d'un club de foot, parce qu'il leur a permis de saboter le tireur d'un penalty. Mais par après, par exemple, il va être battu à mort par les supporters de l'autre équipe, puis recueilli dans un centre hospitalier ou chez un vétérinaire remis sur pattes. Et donc, par un certain hasard, il arrive en Italie, il est recueilli par un riche héritier italien. Et donc, l'histoire continue un petit peu de ce sens-là. Et à chaque fois, c'est chaque fois une belle excuse pour profiter des paysages de l'Europe, profiter des lumières et vraiment à chaque fois filmer des plans qui sont magnifiques. Et il y a vraiment plein de belles images, de beaux moments. Je ne connaissais pas du tout ce réalisateur, donc difficile pour moi de dire si c'est peut-être son fonds de commerce. C'est une belle découverte. Il a déjà une vingtaine de films à son actif. Il a aussi un certain âge, et dont notamment 4 films sont sortis depuis le début de ce millénaire. Donc ça reste une belle sortie. Je ne sais pas si ça a été un succès en salle, parce que c'est très ésotérique. Il faut y aller en acceptant qu'on va simplement voir
de belles images, mais il ne faut peut-être pas s'attendre à plus que ça. Grâce à Cannes, le film il est sorti en Belgique aussi, mais sorti très très confidentiel, hein. Voilà, il était disponible dans très très peu de salles. Et oui, peut-être mentionner aussi qu'en fait, EO, ça veut dire Ian, non? C'est le cri de l'âne en polonais, non? Peut-être, parce que c'est vrai qu'il est parfois traduit par IO. Ici, Oui. donc c'est sûrement ça. Je ne m'étais pas trop posé la question sur le titre, mais ça doit être ça. On l'a mentionné en Belgique, hein. Ah d'accord, ok. Et le deuxième, alors, je dirais que ce serait Close de Lucas Dont. Donc, c'est sorti en 2022 aussi, le Grand Prix du Festival de Cannes. Et donc là, type, je vois que tu l'as vu, donc on peut peut-être en discuter rapidement. C'est un film d'apprentissage avec deux jeunes adolescents, même si je trouve qu'ils étaient plus proches encore de l'enfance que de l'adolescence, purement si on part par leur apparence. C'est une amitié très forte, innocente et parfois tactile, donc entre ces deux jeunes garçons qui s'apprécient beaucoup et passent vraiment tous leurs moments ensemble. Mais l'été prend fin et donc ils sont jetés dans le grand bain de l'école secondaire avec une proximité qui est rapidement remarquée par les camarades et on va s'en amuser, on s'en moque. Et un des deux, Léo, essaye de se détacher de son ami Rémi, donc il va le repousser, il va se battre avec lui et il va d'ailleurs commencer de nouvelles activités pour essayer peut-être de s'endurcir, le hockey sur glace notamment, et essayer de se faire de nouveaux amis. Je vais m'arrêter là, donc c'est un film qui est assez délicat, assez sensible, sur un thème assez triste. J'ai lu par hasard qu'en fait le casting avait été ouvert à des acteurs amateurs, donc je pense que c'est leur première expérience à l'écran. C'était pour des francophones ou des néerlandophones, et au final, étant donné le profil des deux acteurs principaux, je pense que Lucas Dont a décidé de tourner le film en français, donc il s'agit d'un réalisateur néerlandophone. Et c'était une belle surprise. Je n'avais pas lu le descriptif ou la description du film avant d'y aller, et c'était assez touchant. Ce qui était intéressant aussi, je trouve, c'est que en fait, donc ces deux garçons très proches. En fait, ils sont victimes de brimades au moment où ils arrivent justement à la grande école entre guillemets. C'est des comportements qu'on ne moquerait pas en tout cas si c'était des filles qui les avaient. Par contre, parce que ce sont deux garçons, c'est forcément parce qu'ils sont gays. Or, le film ne traite pas du tout de ça. C'est juste une histoire d'une amitié. Il n'est pas question d'une amitié très très forte, certes, mais il n'est pas question de relations comme ça amoureuses entre les deux. Et je crois que c'est une réflexion intéressante. Voilà pourquoi est-ce que quand ce sont des filles, je veux dire, ce n'est pas un problème. Pourquoi quand ce sont des garçons, ils devraient forcément être gays et donc du coup subir de ce fait-là des brimades parce qu'on n'est pas encore très très avancé. Donc ça, c'était une première réflexion intéressante, je trouve. Moi, ce qui m'épate quand même, c'est que ce Lucas Dont, le réalisateur, il a à peu près notre âge, je pense. Il est encore très jeune pour un réalisateur. C'est son deuxième film. Quelle maîtrise, je trouve, maîtrise du sujet, bonne direction d'acteur, parce que diriger des enfants, c'est pas facile, hein. Il faut éviter qu'ils soient dans la récitation. Et là, sans doute, je pense que en tout cas, ce que ça donne comme impression, c'est que les dialogues ont été travaillés avec eux directement. On ne les a pas obligés, à mon avis, à réciter leur texte, qui fait que leurs relations sont très naturelles. Et il a aussi le sens de l'image, sans tomber dans la contemplation. Mais les premiers plans, surtout où on les voit courir comme ça dans les champs de fleurs, je trouve, voilà, sont très très beaux, mais ils n'en abusent pas non plus. Donc voilà, vraiment grand. Moi, j'avais vu Girl précédemment, qui était aussi un très grand film. Voilà, je trouve, voilà, c'est vraiment à saluer tout ce travail pour quelqu'un d'encore très jeune comme réalisateur. Oui, c'est aussi un petit peu le retour du cinéma flamand, je pense. Alors mon troisième, c'est un film qui est sorti aussi en 2022, qui est basé sur un livre. Donc ici, il s'agit le titre c'est All Quiet on the Western Front, qui est traduit par À l'Ouest, rien de nouveau, par Edward Berger. J'imagine que c'est un Allemand, donc je veux dire Berger au lieu de Berger. Et c'est d'après le livre de Erich Maria Remarque, un livre qui est sorti en 1929. Ici, c'est une production Netflix. Et le film va nous conter la Première Guerre mondiale sur le front de l'Ouest du point de vue allemand. Donc c'est un point de vue qu'on ne voit pas si souvent que ça. Et on va suivre une bande d'amis qui vont s'enlister, qui vont donc rejoindre l'armée et rejoindre un bataillon. On leur a promis pas mal de choses, un peu la gloire, l'argent, une expérience nouvelle. Et tout cela est attisé par un certain patriotisme. Et ils vont rapidement découvrir la dureté de la guerre, perdre un ou deux amis du groupe, les tranchées évidemment, donc c'est la première guerre, les tranchées, la boue, la pluie et des combats pour gagner quelques mètres et puis les perdre. Se retrouver dans les mêmes tranchées que l'on avait quittées il y a quelques jours. C'est un film qui, au-delà de la cruauté de la guerre,
Je trouvais offrir aussi de magnifiques plans des campagnes. Je ne sais pas où il a été filmé exactement. Ça pourrait être plus ou moins à la frontière entre la France et l'Allemagne. Donc des plans au sol ou des plans aériens et des couleurs et des paysages qui restent en mémoire. Un film assez dur, donc c'est la guerre aussi, qui donne envie de lire le livre. Donc je me demande si je n'irai pas ici d'un exemple où le film est peut-être mieux réussi que le livre. Il faudrait que je lise. Et d'ailleurs, un auteur dont on avait salué le pacifisme, étant donné que le livre est sorti en 29, et puis qui a été assez décrié dès 33, dont on essayait de brûler son livre, de l'intimider, et je pense qu'il a ensuite fui l'Allemagne pour aller aux États-Unis. Qui rappelle un petit peu l'histoire de Stefan Zweig d'une certaine manière. Et alors le quatrième, ce serait un film coréen, donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, de la Corée. Ici, c'est Baby Broker, donc qui est traduit en français, qui porte le nom Les Bonnes Étoiles, un film de Hirokazu Koreeda, qui est en fait un réalisateur japonais, si je ne me trompe pas. Et ici, pour un petit peu placer le décor, il y a un système, en fait, je ne sais pas si tu connais ce système-là, mais il est possible, si on a un jeune bébé, qu'on décide de l'abandonner, on peut le déposer à une fenêtre de vie. Donc c'est en fait un centre pour adoption. Donc les parents peuvent déposer anonymement leur bébé ou laisser une note en disant qu'ils reviendront plus tard. On voit une des premières scènes, une jeune femme qui vient déposer un bébé de manière anonyme. Pendant ce temps-là, la police est en train d'enquêter sur un trafic de nouveau-nés venant d'un de ces centres. Donc, ce soir-là, ce bébé qui est déposé de manière anonyme, donc il y a un certain abus venant de la part de 2 membres de ce centre qui tentent de monnayer cet enfant et de le revendre à un couple qui ne parvient pas à concevoir. À partir du moment où on voit que la transaction est presque conclue, la mère de cet enfant réapparaît un petit peu à l'improviste et elle demande des nouvelles de cet enfant. Elle veut le récupérer. Le problème, c'est qu'elle n'a pas donné de notes, donc c'est un bébé qui n'a pas été enregistré. Tout cela a été déposé de manière anonyme. Mais les ravisseurs vont essayer de la convaincre qu'on va trouver un bon foyer pour cet enfant. Et donc, ils vont faire partir tous les 3, plus cet enfant, à la recherche de nouveaux parents. Ils vont traverser un petit peu la Corée du Sud, tout en étant pistés par ces deux policiers en fait qui vont les suivre et essayer de démanteler ce réseau et de les prendre la main dans le sac. Donc c'est une histoire plutôt sensible qui pose certaines questions sur l'éthique, sur la liberté de choix, sur l'argent, la famille, qui peut-être peut aussi nous apprendre quelque chose sur ce genre de centre d'adoption, sur des abus qui peuvent aussi arriver. Et c'est aussi un nouveau succès pour ce réalisateur parce qu'il avait remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2018. Oui, pour Une affaire de famille, qui est un film que j'ai vu. Et moi, j'ai vu aussi celui juste après, donc celui dont tu viens de parler et Une affaire de famille, c'était La Vérité. Je pense que c'était avec Catherine Deneuve et une autre actrice, j'allais dire, pour dire des bêtises, c'était pas Juliette... Ah oui, Juliette Binoche, voilà, c'est ça. C'est la première fois qu'ils sont dans un autre pays différent du sien et avec des acteurs forcément qui ne connaissent potentiellement pas la langue, quoi. Oui, et parce que tu parles d'une affaire de famille, est-ce que ce serait pas traduit par Shoplifter? Parce que je vois qu'il a reçu un prix pour celui-là. C'est le film que j'avais eu l'occasion de voir aussi, mais qui était aussi une belle réussite. Cette fois-ci, je crois qu'il avait été tourné au Japon, si je ne me trompe pas. Et puis, je crois qu'il est aussi, dernier point, donc dans ce film, on a aussi Song Kang-ho, qui a eu le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour le film Parasite, qui est aussi une belle réussite du côté de la Corée. Et donc, il joue un des ravisseurs dans le film Baby Broker. Bien, merci. Alors moi, je vais aller un peu plus vite pour la suite, puisque mon numéro 5, j'en ai déjà parlé en fait il n'y a pas longtemps, c'était La Nuit du 12 de Dominique Moll, encore avec Bouli Lanners. Donc là, on retrouve en fait une affaire une jeune fille qui est tuée et une affaire qui restera irrésolue. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, puisqu'on en a déjà parlé. Un excellent Bouli Lanners, c'est surtout un excellent Bastien Bouillon aussi, acteur que moi je découvrais personnellement. Alors ensuite, en numéro 6, c'est un film que j'ai vu, en fait, c'est le dernier film que j'ai vu cette année, jusqu'à présent, en tout cas. C'est La Conspiration du Caire de Tariq Saleh, ou en anglais, il a aussi été traduit sous le nom Boy from Heaven. Prix du scénario au Festival de Cannes. Et voilà, c'est un bon cru, en tout cas, la sélection cannoise cette année.
puisque bah, je vois que tous les deux, en fait, on a repris, on a repris des films, où là, en fait, on a l'histoire d'un garçon qui est juste simple fils de pêcheur, mais très intelligent, et donc il obtient une bourse pour aller la principale, je sais pas si c'est la principale, une des plus prestigieuses universités en Égypte, au Caire, qui se trouve justement dans la grande mosquée du Caire. Alors, le jour justement de la rentrée, ben, le grand imam meurt et alors ben, commencent un peu des tractations pour savoir qui va remplacer cet imam. Parce qu'en fait, l'État égyptien veut absolument pousser son propre candidat. La mosquée, ben, en tout cas tous les dignitaires présents entendent bien garder ça chez eux. Et donc les tractations un peu comme ça vont un peu commencer. Le jeune pêcheur, en fait, fils de pêcheur, va se retrouver pris dans une espèce de complot pour tenter de faire élire le candidat finalement de l'État, un peu à son insu. Alors c'est passionnant, vraiment passionnant, puisqu'on a, c'est un peu un huis clos, donc certes ils ont l'autorisation de sortir de la mosquée et d'aller en ville, mais l'essentiel quand même se passe à l'intérieur. Comme ça, vraiment ce qui est passionnant, c'est de voir toutes ces tractations, comment est-ce que chacun essaye de pousser son candidat. Et alors surtout, ben, chacun est prêt à tout, quoi, hein. Aussi bien l'État, la police secrète que les religieux, et que ben, de moralité, il y en a finalement dans aucun des camps. Voilà, vraiment lutte de pouvoir tout à fait passionnante. Et le jeune acteur, moi évidemment je connaissais pas du tout. Il s'appelle, je pense, c'est Taoufik Barom, qui est un garçon comme ça, qui joue le rôle d'un garçon un peu effacé, vraiment très très convaincant. Une très très belle découverte. Et alors, pour mon numéro 7, hein, je ne vais pas m'attarder non plus, puisque c'était ton numéro 2 à toi, c'était close, donc ça on vient d'en parler. Je n'ai rien de plus à ajouter. Et je propose ben, que tu poursuives avec ton numéro 5. D'accord, donc en 5e position, là je pense qu'il s'agit aussi d'une production Netflix. C'est Oxygène, qui est un film d'Alexandre Aja, qui est une sorte en fait de thriller science-fiction à huis clos, donc c'est une belle combinaison de styles. Il est joué par Mélanie Laurent, et donc elle joue le rôle d'une femme qui va se réveiller dans une unité cryogénique, pas très claire, une sorte de capsule, un pod, sans aucun souvenir de la façon dont elle y était arrivée. Et cette unité cryogénique, très hermétique, a plutôt la taille d'un cercueil, ce qui donne vraiment un effet un petit peu claustrophobe au film. Et il y a un lent épuisement des ressources en oxygène. Et donc Liz Hansen, donc la jeune femme, qui apparaît d'être une scientifique, si je me souviens bien, elle doit rester calme et elle doit parvenir à reconstituer ses souvenirs qui sont très fragmentés, reconstruire son identité, essayer de comprendre où elle se trouve, pourquoi elle se trouve là, et faire tout cela à temps avant que son stock d'oxygène ne s'épuise, avec l'aide d'une intelligence artificielle. Donc il y a gestionnaire du système et du pod, c'est une intelligence artificielle de pointe, le fameux Milo dans ce cas-là, avec de belles surprises aussi. On peut difficilement en dire plus sans dévoiler l'intrigue, mais de belles surprises dans le film. Un film qui est vraiment bien porté par Mélanie Laurent, donc qui joue presque toute seule. Donc cette intelligence artificielle répète beaucoup de choses de manière assez robotique, mais elle parvient à nous transmettre son angoisse d'être enfermée. Une belle découverte en science-fiction. Thriller assez intéressant. Et puis, encore sur la science-fiction, c'est Ready Player One, qui est un film sorti en 2018, réalisé par Steven Spielberg et basé sur le roman du même nom d'Ernest Cline. Et là, ça va se passer dans un futur qui est plutôt dystopique, où la plupart des gens passent leur temps dans un monde de réalité virtuelle. Donc, on connaît les idées d'un certain Zuckerberg qui essaie de nous y pousser. On voit pas mal en fait même de publicité pour nous faire comprendre que le futur de l'histoire, par exemple, on va l'apprendre dans le métavers. J'ai déjà vu pas mal de publicité là-dessus. Je sais pas toi, Tip, si tu en as vu aussi. Par exemple, si tu scrolles sur un site, ça peut être un site avec des nouvelles le soir ou la libre, et tu vas voir de temps à autre, il y a un petit carré qui s'impose, où on dit que le futur de l'histoire sera enseigné dans le métavers. Ah oui. Tu vois, c'est passé de manière un petit peu subliminale. Donc on essaie de nous convaincre là-dessus, même si pas vraiment une réussite. Mais il faut dire que le film en lui-même vend vraiment très bien l'idée du métavers. Donc on voit qu'on a pas mal de joueurs, donc tout le monde va s'immerger là-dedans, avoir un personnage qui peut passer entre différents mondes. Et pour quelqu'un qui apprécie ou qui apprécie les jeux vidéo, ça reste
c'est vraiment très bien représenté et ça vend très bien l'image du métavers. Donc, je trouve que de manière générale, c'est un film qui est très bien réussi. Donc, c'est Steven Spielberg gère très bien tout ce qui est les effets spéciaux. C'est un film qui mélange l'action, l'aventure, la science-fiction, avec un scénario qui reste assez captivant. Une fin un petit peu hollywoodienne, évidemment, mais dans l'ensemble, un film visuellement assez plaisant et agréable et qui plaira, je pense, aux fans de science-fiction et de films d'action. Ça reste un bon moment aussi, film plutôt réussi. Alors, pour le 7e, c'est un film qui date des années 2000, c'est Requiem for a Dream. C'est ici un drame psychologique américain réalisé par Darren Aronofsky. Et je pense qu'on en a déjà parlé de Aronofsky. Je crois que ce nom me dit quelque chose. Black Swan, c'est lui. D'accord. On a dans le rôle vedette Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly et Marlon Wayans. Et c'est basé sur un roman du même nom d'un auteur de la génération beatnik, je pense, Hubert Selby Jr. Et ça raconte l'histoire de 4 personnes qui vont être vraiment détruites par leur dépendance à la drogue, au sexe et à la célébrité. Je ne vais pas en dire plus, mais on a une belle performance, notamment de Ellen Burstyn, donc la mère de Jared Leto, qui perd totalement la boule, on peut le dire. Ça fait un peu froid dans le dos de voir ces échanges entre le fils et la mère, de voir comment elle descend petit à petit la pente, comment elle est obsédée par la télévision, ce qu'on essaie de lui vendre avec une sorte de téléachat au départ. Ça reste un film très intense, graphique aussi, violent et triste aussi sur la fin. Moi, quand je l'ai vu, je dois reconnaître que moi, j'ai pas du tout aimé. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop noir, en fait, comme s'il y avait aucun espoir possible. Voilà, comme ça, tout traité sur un ton finalement trop, trop dramatique. Mais je sais que je suis un des seuls à penser comme ça, hein. Le film fonctionne en général assez bien, apprécié, mais moi, ça m'a plutôt glacé et pas du tout adhéré. Écoute, donc du coup, je reprends la parole là-dessus, parce que visiblement, tu ne souhaitais pas répliquer. Ouais, il faut dire que c'était mon numéro 7. C'est déjà pas mal, hein, en soit. Tous les films que tu as vus, c'est voilà, que tu l'as. Oui, j'ai trouvé que c'était. Je pense qu'à partir du numéro 5, ils sont plus ou moins placés de manière aléatoire. En fait, je vois ce qui me reste et j'aurais pu aussi les replacer, mais je reste sur ma position, que je trouve que ça reste un film qui m'a peut-être marqué cette année. J'ai pas vu tant de films que ça, mais que j'ai trouvé quand même assez intense. Ouais, très négatif, ça je le reconnais. Et je pense que ça représente aussi la vie où on pourrait dire qu'il y a peut-être toujours de l'espoir, mais après une certaine dépendance, être accro à certains produits ou certains styles de vie, il est difficile d'en sortir et tout le monde n'en sort pas. Donc. Très bien, très bien. Alors, ben, moi, je vais terminer alors. Mon numéro 8, c'est un film de Cédric Klapisch. Alors, Cédric Klapisch, on le connaît assez bien, puisque ben, maintenant, il y a un peu plus de 20 ans, je pense, sortait L'Auberge espagnole, puis il y a eu 2 suites. Et donc, c'est vraiment le cinéaste qui est connu pour ces films-là qui dépeignaient finalement toute la génération Erasmus, voilà, qui avait très très bien fonctionné. Et si donc le film s'appelle Encore, et on retrouve une jeune danseuse classique qui se blesse pendant un spectacle, et du coup, ben, elle apprend qu'elle pourra, la blessure est trop importante, elle ne pourra plus jamais danser, en tout cas danser ce genre de spectacle classique où on fait des points tout le temps, etc. Donc ça, c'est vraiment terminé, et ce qui va vraiment la bouleverser. Et donc, ben, comment est-ce qu'elle va pouvoir rebondir finalement, se réparer? Et donc, elle va faire des rencontres et elle va rencontrer notamment un chorégraphe extrêmement connu. Moi, je ne le connaissais pas, mais donc, qui s'appelle Ofesh Shechter, qui est israélien, qui fait de la danse contemporaine et qui joue son propre rôle dans le film. Et, voilà, et grâce à la danse contemporaine, ben, elle va un peu finalement renaître. Le film n'a pas eu des critiques exceptionnelles, hein. On dit que bon, Klapisch, c'est un peu passé maintenant. Moi, je trouve que ça reste un cinéaste qui filme la jeunesse de manière formidable, quoi. J'ai l'impression qu'il a une connexion, en tout cas, avec ses acteurs, et qui fait que moi je m'y retrouve toujours, en fait. Ça me parle à chaque fois. Même si c'est pas du tout mon domaine, la danse, au contraire de ses étudiants Erasmus, on va dire. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne toujours. Et donc, moi, j'ai vraiment découvert la danse contemporaine comme ça. Et à tel point que quand j'ai appris que Ofesh Shechter, sa compagnie, passait à la Louvière, ben, j'ai pas pu résister et donc j'aurai l'occasion de voir un de ces spectacles dans quelques mois, donc ici début 2023, donc je m'en réjouis. Donc film sur à la fois la jeunesse et un peu la danse contemporaine aussi, donc très 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 belle découverte. Alors en numéro 9, Triangle of Sadness, qui est la Palme d'Or à Cannes, donc de Ruben Östlund. C'est un film dont on a beaucoup beaucoup parlé.
très grand succès critique. Et alors, niveau public, je ne sais pas où exactement, mais en tout cas, tout à fait par hasard, je voyais tout à l'heure que le cinéma dans lequel j'ai mes habitudes, donc, qui est Quai 10 à Charleroi, eh bien, apparemment, c'est le 7e film le plus vu cette année, alors que Close était le 4e film le plus vu, et La Nuit du 12 le 10e. Donc voilà, donc pour une Palme d'Or, c'est quand même rare aussi que ça fonctionne aussi bien, parce que ça marque tout simplement. Donc derrière ce film-là, je ne vais pas trop refaire l'histoire, mais quand même un peu la critique du capitalisme, mais une critique vraiment féroce, avec des scènes d'anthologie, notamment sur le bateau, où on voit un peu toute cette décadence de ces gens riches qui, finalement, voilà, pour peu que le bateau, on va dire qu'il y a des perturbations, la mer est agitée, n'ont plus aucune dignité. Et puis même dans l'après, voilà, donc c'est assez glaçant finalement et vraiment une critique féroce du capitalisme, quoi. Avec aussi, je mentionnais aussi la scène avec notamment le capitaine du bateau qui est campé par Woody Harrelson et qui est voilà, vraiment anticapitaliste et qui a une joute verbale avec un oligarque russe. C'est tout à fait savoureux, vraiment les personnes comme ça qui s'opposent. Voilà, vraiment très film dont on parle beaucoup, mais dont il y a vraiment beaucoup de choses à dire, je pense. Et or, en numéro 10, donc dernière position de mon classement, mais très très bon film aussi, hein, comme je disais en ouverture, je n'ai que de bonnes choses à dire, c'est Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski. Donc c'est un film français avec Virginie Efira. Virginie Efira qui commence maintenant à enchaîner les rôles dramatiques avec un certain succès. Je pense en tout cas ici, elle a le rôle d'une femme de 40 ans qui n'a pas d'enfant, mais qui est célibataire, du moins au début du film, mais qui rêve d'en avoir, quoi, hein. Et donc elle tombe amoureuse d'un homme qui est Roche Dizem, une fois de plus, parce que il était aussi dans le film numéro 1 tout à l'heure, qui lui a déjà une fille de 4 ans à laquelle elle s'attache, mais elle se rend bien compte que c'est pas sa propre fille. Et donc l'horloge tourne. Est-ce qu'elle pourrait faire un enfant avec cet homme-là, etc. Parce que bon, les enfants, voilà, c'est pas sa propre enfant, donc elle ne peut pas l'aimer de la même manière, ne peut pas s'en occuper de la même manière. Voilà, donc c'est tout comme ça les dilemmes d'une femme. Et je trouve ça bien que le cinéma permette aujourd'hui ce genre d'histoire sans tomber dans les clichés, avec vraiment un rôle en or, superbement interprété par Virginie Efira, qui ici vraiment a un beau rôle, quoi. La chose peut-être qu'on pourrait reprocher, c'est que du coup, elle écrase peut-être un peu son partenaire Roche Dizem. Mais voilà, là, on a un très très beau portrait de femme ici. Et voilà, finalement, de sujets dont on ne traite pas souvent au cinéma. Et je pense que c'est aussi important d'en parler aujourd'hui. Voilà pour moi. D'accord. Moi, c'est vrai que le cinéma ces dernières années commence à un petit peu s'émanciper et parler de thèmes de manière plus libre. Oui. Je ne sais pas si, par exemple, Close, je ne connais pas le thème de Girl de Lucas Dunn, mais je ne sais pas si Close serait sorti ou aurait peut-être reçu un financement il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. J'ai vu qu'ils avaient reçu une aide aussi pour la réalisation. C'est bien de pouvoir parler de problèmes sociaux. Je pense que peut-être ce qui manque aussi au cinéma, ça commence à être un peu discuté dans la sphère publique, ce sont les fausses couches. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'œuvres en littérature ou au cinéma là-dessus. C'est un thème qui commence à être discuté de manière un peu plus libre. C'était souvent tabou à l'époque. Alors moi, pour terminer, donc mes 3 derniers, le premier c'est High Water, qui est une mini-série de style docu-fiction. Ça a été réalisé par Jan Holubeck. Ça se passe en Pologne, c'est une production Netflix. Ça couvre en fait les événements de l'an 1997 lors des inondations du siècle qui ont touché plusieurs villes en Pologne. La série ici va se concentrer sur la ville de Wrocław, qui est à l'ouest de la Pologne, et on va suivre une jeune femme qui est une écologiste avant-gardiste, un peu altermondialiste, qui aime vivre de manière un peu alternative et qui est hydrologue aussi. Elle a fait des études aux Pays-Bas, elle est vraiment très calée dans son domaine. Et le problème, c'est que c'est une année d'élection et on sait à l'avance qu'il va y avoir des crues et qu'il faut faire des choix. Dès lors, le maire, les politiciens à différents étages de pouvoir vont faire leurs petits calculs très cyniques pour décider est-ce qu'il faut inonder la ville, Wrocław, ou plutôt les campagnes. Parce qu'on s'est rendu compte que les bassins d'orage ne sont pas au point, ou il en manque. Il va y avoir toute une discussion là-dessus. Je crois que c'est en 5 ou 6 épisodes. Et la série est aussi à différents niveaux, parce qu'il y a aussi quelques drames au niveau de
la vie de cette jeune femme et puis le drame d'une inondation potentielle pour les gens de la ville ou ceux des campagnes, avec chacun qui essaie de défendre un petit peu son territoire. C'est une série qui est filmée de manière assez impressionnante parce qu'il faut pouvoir représenter la ville de manière inondée, pas uniquement avec des effets spéciaux, mais aussi à un moment en plaçant, j'ai vu dans le making-of de la série, en plaçant des bassins dans les rues pour permettre, par exemple, aux acteurs de passer en bateau dans les rues inondées sans endommager les rues. Ça, ce serait mon 8e. Le 9e, c'est L'Homme Invisible de Leigh Whannell, qui est sorti il y a quelques années, je pense en 2020, avec Elisabeth Moss, que l'on connaît assez bien via Mad Men ou La Servante écarlate, donc Handmaid's Tale. Et c'est une sorte de remake contemporain de L'Homme Invisible, inspiré de H.G. Wells, avec dans le rôle principal, qui est donc tenu par Elisabeth Moss. On a Cecilia ici qui est enfermée dans une relation abusive avec un ingénieur en optique qui est aussi milliardaire, qui vit dans une fabuleuse demeure. Cet homme est parvenu à créer un costume qui le rend invisible et suite à la fuite de sa femme, on apprend un petit peu après que ce compagnon est décédé. Et donc Cecilia va avoir une certaine poussée de paranoïa, elle va devenir très stressée. Elle ressent comme une présence tout le temps de son compagnon. Elle le soupçonne en fait d'être encore en vie. C'est un thriller plutôt psychologique, un beau remake. Je pense que c'est une belle approche aussi, une histoire assez connue avec un point de vue un peu différent de l'œuvre originale. Et je crois que c'est sorti en 2020, si je ne me trompe pas, en fait quelques jours avant l'annoncé des lockdowns Covid, donc le film est peut-être passé un peu inaperçu suite à ça. Il est tombé au mauvais moment, mais ça reste un moment plaisant de cinéma. Je ne pense pas qu'il serait dans ton top 10, étant donné ce que tu as vu cette année, mais ça reste une belle performance d'Elisabeth Moss qui montre qu'elle sait vraiment jouer pas mal de rôles et qu'elle apporte toujours une belle intensité. Et donc le dernier, c'est donc une série aussi, comme High Water. Et ici, il s'agit de Taboo, qui est une série qui a été créée par la BBC et réalisée par Stephen Knight, avec Tom Hardy et aussi son père à la production. Tom Hardy, on le connaît pour différentes œuvres. Tu le connais un petit peu? Comme Là, ça, je me rends compte que je suis pas capable de citer quelques œuvres, mais je le connais de nom. un peu pareil. Donc dans cette série qui met en vedette Tom Hardy dans le rôle d'un certain James Delaney, c'est un homme qui est assez mystérieux, qui revient d'Afrique. Il retourne à son Londres natal en 1814, après il a été présumé mort pendant plus d'une décennie. Delaney ici hérite de l'empire maritime de son père et il doit en fait naviguer un monde assez dangereux et corrompu, celui de la Compagnie des Indes orientales, pour essayer de protéger son héritage et de venger la mort de son père. Donc, en cours de route, il sera aidé par sa demi-sœur et puis par un autre allié. C'est une série qui, pour l'instant, n'a eu qu'une seule saison. Donc, la deuxième, je pense qu'il y a un financement disponible pour une deuxième saison, sauf qu'il faut pouvoir jouer avec l'horaire et l'agenda assez complet de Tom Hardy pour pouvoir continuer. Mais c'est une très belle surprise, série assez noire, très tourmentée. Scénario assez intéressant aussi sur le Londres du 19e siècle. Je dirais que ça termine mon top 10 du côté ciné-télé. Est-ce que tu as quelques suggestions pour l'année 2023, des œuvres que tu attends? Je suis pas du tout informé sur ce qui allait sortir au cinéma. Sinon, j'ai reçu des livres pour la Noël, donc voilà ce que je lirai. Quel sera ton premier pour l'année nouvelle? Le premier, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai reçu des livres de la sélection du Grand Prix de littérature américaine de cette année. J'en ai reçu 2 comme ça. J'ai le Goncourt des lycéens, qui est encore un livre sur le Liban, je pense, qui a été assez remarqué. Ouais, j'ai pas retenu le nom et l'auteur encore. Et voilà, donc ce sera des Américains et celui-là. Ce sera, à mon avis, dans la première lecture. D'accord. Donc l'année 2023 sera une bonne année alors. Oui, C'est certainement. à espérer. Ok. Et toi? Alors j'ai commencé le livre de Norman Davis sur l'Europe, une histoire, qui est une belle brique. Ça fait quelque temps que je pensais le commencer. Et puis alors, je suis peut-être tenté de lire un peu moins de fiction et un petit peu plus d'autres styles. Donc il faudra voir où ça va me mener cette année. Et je suis alors assez curieux de voir si, par exemple, justement, peut-être cette série Tabou, si une seconde saison sera disponible, ou alors 100 ans de solitude, dont on parlait la fois passée, Ouais. à voir si ça sortira cette année. À part ça, je pense pas qu'il y ait
je suis pas vraiment au courant non plus. Et il faudra que je garde un œil là-dessus, mais on en rediscute dans un an. Alors. Mais de toute façon, ici, en fait, les films qui vont sortir, c'est ceux qui vont être aux Oscars. Donc, en fait, on va avoir plein de nouvelles sorties ici dans les prochaines semaines qui seront sans doute intéressantes. Donc, je connais pas, mais je pense on aura certainement de quoi être comblé. D'accord. On essaiera de faire un petit passage sur les Oscars. Quoique ça ne sortira peut-être en Belgique d'ici là. Oui, c'est possible. Enfin, en tout cas, ça ne sort pas avant la cérémonie, en tout cas. Et... On fera un post-Oscar. Là. Et voilà, et donc je pense que ça termine le dernier podcast de cette année. Merci Thib, on se parle bientôt. Oui, à bientôt. À la prochaine. Salut. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.